Sur Vox Chronica, vous aviez pu découvrir notre premier top 10 historique, qui en réalité était juste une vidéo de réserve qui attendait depuis 6 mois. Enfin bref, c'est ainsi avec une émotion non dissimulée que je vous invite cette semaine pour un nouveau top 10, avec le plus grand sérieux du monde, bien entendu, vous nous connaissez. Le top 10 des losers français, on reprend ça depuis le début. Alors déjà, de qui on parle? Tout simplement d'un dirigeant français qui était légitimement à un poste, que ce soit élu ou pas élu, depuis Henri IV jusqu'à François Hollande. Ce que chez Vox Chronica on considère comme l'histoire contemporaine, même si les historiens diplômés, les vrais, ils sont pas tout à fait d'accord avec nous. Mais bon, on s'en fout, de toute façon ici c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. Ensuite, de quoi on parle par les losers? C'est tout simplement le classement des dirigeants français qui ont perdu le plus de batailles. Détail important, j'ai décidé d'exclure Vichy et la France libre. Pourquoi? Parce que tout simplement, aucun des deux n'était légitimement responsable de la France. C'est une période bien particulière qui mériterait à elle seule un sujet, et ça se trouve, un jour on le fera. Autre exclu, le président Macron. Et là, c'est pas une question politique, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas fini son mandat. Donc les inclure mettrait un débat entre qui est légitime et qui l'est pas, et moi j'ai que 12 minutes, j'ai autre chose à faire. Ensuite, on a quand même dû brainstormer à savoir comment noter tout ce beau monde. Alors on aurait très bien pu tout simplement calculer le pourcentage de victoires par rapport au total de batailles, mais sans dénoncer, il y a des petits malins dans l'histoire de France qui ont 6 batailles et c'est 6 victoires. Donc forcément, ça aurait complètement daubé le classement. Donc on a choisi de tout simplement compter le nombre de batailles totales, d'en compter le nombre de victoires, le nombre de défaites, et le premier est celui qui a eu le plus de défaites. Ne seront pas comptées dans ce classement les batailles indécises, parce que c'est pareil, j'ai que 12 minutes, je vais pas passer ma vie à savoir qui a gagné de qui a pas gagné. Et pour en finir, le chiffre à retenir, c'est 43%. 43%, c'est la moyenne globale des 10 premiers que je vais vous donner dans les minutes qui viennent. 10e position, Louis-Auguste de France, dit Louis XVI. Charpentier et horloger, avec un petit contrat à temps partiel comme roi de France. La plus grande partie de son œuvre se résume à l'aide aux rebelles américains dans leur quête d'indépendance qui va déboucher sur une guerre franco-anglaise. Une de plus, me direz-vous, qui pour une fois va déboucher sur une double victoire française, mais qui va coûter un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Résultat, un Bourbon assez peu guerrier comparé à ses aïeux, et ensuite 14 défaites au cours de son règne, et qui tourne autour de 2 conflits, la guerre d'indépendance américaine et la guerre franco-anglaise, qui est un dérivé de la première. 9e position, le Directoire. De son petit nom, la Première République Directoire. Alors le Directoire, c'est tout simplement la seule solution qu'on ait trouvée pour résoudre le bordel digne d'un groupe d'extrême gauche qu'était la Révolution française. Le Directoire, qui est globalement le wagon de queue de la Révolution et de la Convention, va hériter de son cortège d'emmerdes en tout genre. Ainsi, la deuxième guerre de Vendée, la campagne d'Italie, l'ascension d'un certain Napoléon, dont personne n'arrivera jamais à se défaire, le Directoire verra un total de 22 défaites, dont 3 sont à mettre au crédit d'un certain Napoléon B. Mais bien entendu, il s'en est pas vanté non plus dans ses mémoires de celle-là. Mais à noter que le Directoire, c'est juste la plus grosse escroquerie des temps modernes. La corruption y est massive des directeurs jusqu'au monde des affaires. Deux noms se détachent du lot. Barras, le plus corrompu de tous, et Carnot, le plus intègre, dont le petit-fils sera bien plus tard élu président de la République, et sera d'ailleurs le seul président de la République enterré au Panthéon. Au final, le Directoire a un héritage guerrier qui lui vient directement de la Révolution française et qui lui vaudra 22 défaites pour une 9e place. À la 8e place, Albert Lebrun. 14e et dernier président de la 3e République, qui même s'il est resté très longtemps au pouvoir, faisait partie d'une génération de présidents de la République qui était juste là pour inaugurer les chrysanthèmes. Autrement dit, sur le papier, tous les présidents de la 3e République avaient des pouvoirs limités depuis MacMahon. Le problème, c'est que ce dernier en a un petit peu abusé, et traditionnellement, les autres présidents qui ont suivi ne utilisaient plus ses pouvoirs. Alors forcément, le pauvre Albert Lebrun se retrouve comme un lapin pris dans les phares d'une voiture. Quand la Seconde Guerre mondiale va éclater, il va hériter de toutes les défaites de 39-40 à son palmarès. La tourmente de 1940, il ne fait qu'y assister, et au final, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Ainsi, en 39-40, une France pas du tout prête politiquement et militairement, accumule pas moins de 27 défaites jusqu'à la capitulation. Ce qui lui fait, le pauvre, aller bien au-delà de la moyenne globale de 43%. 7e position, Raymond Poincaré, le 9e président de la 3e République. Lui non plus n'est pas vraiment responsable des faits militaires qui se déroulent sous sa présidence, puisqu'il va passer globalement son mandat à déposer des chrysanthèmes et surtout à distribuer des médailles. Pendant ce temps-là, la France est en pleine Première Guerre mondiale, va péniblement s'imposer avec l'aide des Alliés, mais on le sait assez peu, va passer un après-guerre à tout simplement résoudre tous les problèmes d'Europe et au-delà. Ainsi, à la Première Guerre mondiale succèdent la guerre civile russe, la guerre de Sicile, la guerre civile syrienne et la guerre franco-syrienne.
Raymond Poincaré encaisse donc au final pas moins de 31 défaites, mais dont la moyenne globale est en dessous des 43%. Le président Poincaré laisse derrière lui une France réputée première puissance militaire mondiale, mais qui ne parviendra pas à faire face à de nouveaux sombres défis dans les années suivantes. 6e position, Napoléon III. Alors là, vu les pleureuses que j'ai eues sur mes sujets sur Napoléon III, je me dois de faire un petit disclaimer. Napoléon III, grand empereur des Français qui était l'architecte de la modernisation de Paris, inventeur de l'archéologie moderne qu'il a promu à travers de grands chantiers, responsable aussi de la restauration de Notre-Dame de Paris, qui avait fait scandale à l'époque. Il promeut aussi les racines romaines de la France via des travaux archéologiques, que tout le monde retiendra comme des racines de Gaulois réfractaires. Oh, mais regardez-moi ce magnifique pot de chambre Napoléon III. Tout ça ne nous aura quand même pas épargné la guerre de 1870, l'expédition mexicaine, une instabilité européenne chronique jusqu'en 1945, dans des conditions que nous avions évoquées par ici, et dont la moitié de la droite ne s'en est toujours pas remise. Et ainsi pour dire, Napoléon III, non content d'être un diplomate de Chéchine, a entraîné une France dans un chantier pas possible avec un coup. 36 défaites qui lui font gagner une magnifique 6e place. Mais Napoléon III est un escroc, tout simplement car celui qui était exilé en Angleterre et qui rêvait encore d'un retour en 1871 va laisser un chantier pas possible derrière lui et nous donne la 5e place. 5e position, Louis-Jules Trochu. Alors bien entendu, lui, vous ne savez pas du tout qui c'est, et on va pas vous en vouloir. Louis-Jules Trochu, général de son état, ancien des batailles de Sébastopol, Magenta et Solferino, clairement pas du tout bonapartiste à la base, il est plutôt orléaniste, ce qui la fout assez mal quand le chef d'état est monarque et Napoléon III. Finalement nommé gouverneur de Paris, il est le mec qu'on désigne président du gouvernement de défense nationale quand Napoléon est capturé à Sedan. À peine nommé, il jure au grand Dieu que Paris ne tombera et ne capitulera jamais. Des fois, vaut mieux ne rien dire. Ainsi, ce bon vieux Jules va accumuler les défaites à un rythme assez impressionnant. Ainsi, en 5 mois et 13 jours, 43 défaites avec une moyenne globale qui atomise la moyenne générale. C'est une défaite tous les 3 jours, à peu près. Mais si on est honnête 2 minutes, force est de constater que l'ensemble de l'œuvre du général Trochu est en réalité l'œuvre de Napoléon III. Sauf pour certains pour qui il ne faut retenir que le magnifique empereur en ignorant les centaines de milliers de morts. Et pour eux, je peux définitivement rien faire, ils s'abonneront pas à Vox Chronica. 4e position, Louis Dieudonné de Bourbon, dit Louis XIV. De son propre aveu, il a trop aimé la guerre, tu m'étonnes. Et pas qu'un peu, on est sur un nombre total de batailles à 3 chiffres l'air de rien. Mais il faut avouer qu'avec un bilan final de 45 défaites, quand on connaît le bonhomme, c'est quand même pas trop mal. Il reste un roi très secret d'histoire qui a passé la moitié de son temps à bâtir sa maison de poupée, et l'autre à vider les caisses du royaume en oubliant que le bien commun n'est pas son compte carte. Ce qui en droit actuel s'appelle un détournement de fonds publics. Mais bon, on s'en fout, c'est Louis XIV. Et si dans le roman national Louis XIV c'est Versailles, la légende et tout le tintouin, son absolutisme dictatorial plonge la France dans une centralisation qui posera des soucis jusque de nos jours. Un bilan humain digne d'un génocide. Et un Louis XIV qui dit « je lui fais la guerre », mais qui en réalité envoie les copains et fait payer le peuple. Ainsi, 45 défaites pour une 4e place qui vont me permettre d'enchaîner sur quelques messages personnels et quelques mentions honorables. 조선노동당 총비서이시며 조선민주주의인민공화국 국방위원회 위원장이시며 조선인민군 최고사령관이신 위대한 용도자 김정일 동지께서 주체배 2011년 12월 17일 8시 30분에 현지 지도의 길에서 급병으로 서거하셨다는 것을 가장 비통한 심정으로 알립니다. Troisième place, Louis de Bourbon, tout simplement, dit Louis XV. Alors là, on a un dossier, car autant son arrière-grand-père sur son lit de mort va assez justement lui conseiller de ne pas trop faire la guerre, que dis donc mon cochon, il va pas se gêner pour pas du tout l'écouter. Car au cours de son règne, le bien mal nommé bien-aimé va accumuler les guerres, la guerre de succession de Pologne, la guerre de succession d'Autriche, et le meilleur pour la fin, la guerre de 7 ans, qui est sans conteste la plus catastrophique de toutes. Qualifiée par beaucoup comme la première guerre mondiale avant l'heure, elle aura le mérite d'être une catastrophe financière, militaire et diplomatique, et qui sera le deuxième des 3 pieds du tabouret qui finira par pendre la royauté en 1789.
et là où son aïeul avait au moins eu le mérite de faire beaucoup la guerre mais d'agrandir le territoire national, Louis XV c'est exactement l'inverse. Il fait beaucoup la guerre et il le fait rapetissir énormément. Ainsi, Louis XV peut se vanter du titre peu envié du pire de tous les Bourbons en termes de défaites. Le très visionnaire bien-aimé passera 20 de ses 59 années de règne en guerre. Avec 58 défaites, le pire Bourbon prend une très méritée 3e place sur le podium. Deuxième position, la Convention. Alors là, désolé, j'aurais bien voulu vous trouver un responsable à tout ce foutoir, mais la Convention c'est aussi désorganisé qu'une assemblée générale anarchiste. Et on va dire que Robespierre fera une très bonne tête de Turc. Mais retenez surtout que c'est une œuvre collective. Ainsi, la Convention succède à Louis XVI, qui aussi bien en tant que roi n'était pas fifou, mais au moins était beaucoup moins guerrier. Et la solution au problème Louis XVI va s'avérer être purement et simplement le pire du pire. Ainsi, la Convention nationale fera face à l'insurrection haïtienne, la première coalition, les révoltes vendéennes, les révoltes en Roussillon, à Lyon, et j'en passe et des meilleurs, pour un total de 6 guerres. Sans compter que militairement ils sont complètement aux fraises et vont accumuler des défaites comme les PV de stationnement en plein Paris. Au final, notre brave Robespierre, qui soit dit en passant était plutôt de gauche radicale, est classé 25 sur 30 au Vox Chronicomètre, c'est toujours bon à savoir. Et tous ces sbires qui nous congratulent d'un magnifique 120 défaites, rien de moins, qui lui ouvre grandes les portes de la seconde position de ce classement. Et à ce moment-là, si vous êtes calé en histoire, vous avez une petite idée du numéro 1 de ce classement. Et si vous êtes nul, c'est Aya Nakamura pour appropriation culturelle. Et hop, abonnez-vous. Non, je déconne. En première position, surnommé l'Aigle, le Grand Général, le Petit Caporal ou mon Petit Poney. L'empereur, le seul, le magnifique, l'incroyable, Napoléon Ier occupe la première place du haut de son mètre 68. Accumulant les campagnes d'Italie, d'Égypte et de Syrie et de Russie, pas moins de 4 coalitions juste pour lui tout seul, laisse un bilan de 123 défaites derrière lui, en comptant le consulat, l'Empire et les 100 jours, la totale. Alors bien entendu, pour une fois de plus ne pas me mettre la droite à dos, je vais devoir dire du bien de Napoléon. Il nous laisse le code Napoléon, le code pénal, le système juridique actuel, qu'en réalité personne n'avait le courage ou le temps ou la motivation de changer. Alors bien entendu, pour ce classement, je me devais d'inclure toutes les batailles. Je n'allais pas non plus faire un truc biaisé à compter que ce qui m'arrange. Et très honnêtement, peu importe le résultat, le premier aurait été vanné au même niveau que le dernier, même si c'était Mickey Mouse ou Moïse. Ainsi s'achève ce top 10 des losers français, qui bien entendu sera suivi par son alter ego des vainqueurs. Oui, parce que bon, on a beau faire du Vox Chronica, on va essayer quand même d'être un petit peu sérieux. Je me devais aussi de le faire, et vous le verrez, il y aura de très très grosses surprises dedans. Ainsi se termine pour aujourd'hui ce top 10, maintenant à vous de juger dans les commentaires, peut-être plus librement que moi, avec moins de critères, et le plus important dans tout ça, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ?